Eh ben, l'hygiène du cœur, ce que j'appelle la douche du cœur, la douche émotionnelle, franchement, ça fait un bien fou. Hein, je dis on finit par accumuler une sorte de cholestérol émotionnel qui bouche nos artères d'amour. Donc c'est qui cette voix intérieure qui se permet de vous juger comme ça et qui vous donne plus aucune chance? Apprendre à se pardonner, c'est le volet curatif. Apprendre à ne plus se juger, c'est le volet préventif. Moi j'ai une image que j'aime bien, je dis c'est quand même incroyable. Aujourd'hui tout le monde veut manger bio. Hein, tout le monde veut mettre du bio dans son estomac. Pourquoi on fout des ordures dans son cœur et dans sa tête? Chers amis, bienvenue, nouvelle rencontre avec celui que vous connaissez parce que c'est un habitué de la maison. On va parler des clés fondamentales pour atteindre la paix intérieure, si je puis dire. Ce processus, c'est un processus, sans doute l'un des processus les plus puissants de transformation, voire même, il le dit, de guérison émotionnelle. On va en parler avec Olivier Clerc lorsque on aborde cette thématique du pardon. Cher Olivier, bonjour. Bonjour Marc. Toujours un plaisir de te recevoir. Ah ben pareil pour moi. Merci d'être là. Et c'est vrai tout ce qu'on dit, processus fondamental, puissant de transformation, et voire même ce mot guérison qui est parfois un petit peu délicat à employer quand on est au cœur de nos thématiques, guérison émotionnelle, le pardon. Oui, vraiment, vraiment. Et puis, guérison émotionnelle, mais ça va même plus loin que ça, puisque aujourd'hui, le pardon est étudié dans des universités, ce qui est quand même récent et nouveau. Et on se rend compte que ça a un impact sur le corps, sur l'état de santé. C'est-à-dire, on se rend compte que l'inverse, c'est-à-dire de garder des ressentiments et des rancunes, ça nous empoisonne, ça nous intoxique, mais pas de manière métaphorique, de manière littérale. Tu vois. Alors, tu as sorti effectivement un nouvel ouvrage qui s'appelle « Le pardon à soi », parce que lorsque tu évoquais le pardon, au départ, on va revenir sur la genèse du pardon, dont tu es quand même l'un des précurseurs sur cette thématique-là, tu parlais évidemment de pardonner à l'autre, probablement qui, par voie de conséquence et ensuite par effet miroir, permettait de se pardonner à soi. Mais tu n'avais pas abordé ce pardon, cette thématique sous cet angle-là, auparavant. C'est-à-dire que dès le début, dans ce que m'a transmis Miguel Ruiz au Mexique, donc l'auteur des 4 accords Toltec, on le rappelle, il y avait les 4 étapes et la 4e était le pardon à soi. Mais les années passant, je me suis rendu compte que ce pardon à soi, on avait tendance à revenir, les jugements revenaient, les divisions revenaient. Et puis j'avais une amie chère qui n'arrêtait pas de me dire « Non, mais ça serait bien un jour que tu consacres un livre au pardon à soi ». Parce qu'en plus, elle travaille avec des femmes battues, des femmes victimes de violences. Et elle me disait « C'est dingue, c'est des personnes qui ont subi de la violence, mais qui arrivent malgré tout à se juger, à se culpabiliser, comme si c'était elles qui étaient responsables des violences qu'elles ont subies. » Donc, effectivement, je me suis dit, je pense que le sujet est suffisamment important pour qu'on y consacre un livre de plein droit. Alors, et c'est maintenant, on va vous mettre autour de la vidéo, bien sûr, le lien qui vous permet de vous procurer cet ouvrage. Revenons un peu à la genèse du pardon, dans ton histoire, dans ton parcours. Tu as créé les cercles du pardon qui ont, c'est mondialement connu aujourd'hui. Ça existe dans une quinzaine de pays. Et là, dans 10 jours, j'ai des gens de 14 nationalités différentes qui viennent se former en France pour repartir et s'aimer ça ailleurs. Donc oui, ça... Ouais, et moi, je ne m'y attendais pas du tout. Hein. Au départ, quand je crée ça, je me dis, s'il y en a une dizaine en France, je ne serai pas tout seul à promouvoir cette approche. Ouais. Qui sont les gens qui intègrent les cercles du pardon? Que viennent-ils chercher? Alors au départ, les gens, ils viennent parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans leur vie, tu vois, et qu'au bout d'un moment, d'être tout le temps dans le jugement, d'être en pétard avec des gens qui sont proches, etc., les gens se rendent bien compte que ça leur fait du mal. Je précise tout de suite d'ailleurs qu'au départ, j'étais dans à peu près 80% de femmes. Aujourd'hui, j'ai quand même parfois jusqu'à 30% de messieurs, mais enfin voilà. Et puis, ce qui se passe, c'est quand les gens découvrent ce que ça leur fait à eux ou à elles, eh bien, j'en ai un pourcentage important qui reviennent en disant « Mais attends, comment est-ce que je fais si je veux créer un cercle de pardon dans ma ville, dans mon coin ?» Et donc, du coup, en fait, ça a fait tache d'huile d'une manière que moi, je n'avais pas du tout imaginé au départ. C'est-à-dire, les gens sont touchés et ils ont envie de transmettre. Et je le précise aussi, c'est à but non lucratif. Donc, les gens qui font ça, ce n'est pas pour gagner de l'argent, c'est vraiment parce qu'ils ont à cœur de transmettre quelque chose qui leur a fait du bien. Transmettre et libérer. Oui. Et c'est donc effectivement, quand on parle de guérison émotionnelle, c'est cette libération qui fait émotionnellement du bien pour le coup. Mais oui, et puis attends, il ne faut pas oublier une chose quand même, hein, je le dis tout le temps, mais la répétition fait partie de la pédagogie. Le cœur, il est entre la tête et les mains. Donc si le cœur ne va pas bien, je ne peux pas penser bien. Et puis tout ce que je vais faire, y compris ma santé physique, va être gâché par ça. Donc guérir le cœur, ce n'est pas juste guérir le cœur, ce n'est pas juste avoir de meilleures relations avec les autres, c'est pouvoir penser d'une manière plus légère. Et puis c'est se faire le cadeau d'une santé qui va s'améliorant elle aussi. Alors tu dis, parce que dans le livre évidemment tu expliques, on se demande
Pourquoi est-ce... Alors, je fais toujours attention à mes mots parce qu'on m'a souvent reproché d'être parfois un peu excessif et trop directif. Mais la question, c'est de se dire, mais pourquoi faire? Pourquoi faut-il pardonner et se pardonner? Et tu dis, le pardon à soi vise à restaurer l'unité intérieure et à mettre fin aux divisions psychologiques. C'est ça l'objectif numéro un? Oui, d'ailleurs, le sous-titre du livre, c'est « En finir avec nos guerres intérieures ». Exact, oui. On est tous à déplorer aujourd'hui, et particulièrement aujourd'hui, les guerres à Gaza, en Iran, en Ukraine et je ne sais pas où. Moi, je me dis, occupons-nous déjà de nos guerres intérieures, parce que moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire que quelqu'un qui est en paix à l'intérieur de soi, s'il est PDG, s'il est président d'un pays, etc., il ne va pas vouloir déclencher des conflits et des guerres partout. Mais plus à l'intérieur, je suis un champ de bataille, et plus je vais provoquer des conflits au bureau, provoquer des conflits en famille, puis si j'ai des postes importants, ben ça va prendre une échelle encore plus vaste. Donc oui, c'est refaire l'unité en soi, sortir de la guerre, de la dualité, qui nous bouffe une énergie dingue, et on s'en rend compte le jour où ça s'arrête, puis on se dit « Waouh !» Mais quel espace, quelle légèreté, quel bien-être. Et ça n'empêche pas l'émotionnel. Ça veut dire que les émotions sont toujours là. Oui. Donc c'est ça aussi parfois le paradoxe. C'est-à-dire aller chercher dans cette zone, dans notre zone, dans notre intériorité, ce calme en dehors de la tempête, mais toujours traversé évidemment par des phases émonnelles. Bah, bien sûr, être humain de toute façon, évidemment. C'est ça. Je dirais même que ce travail de pardon, il a une incidence qui est magnifique, c'est qu'il nous amène à se réconcilier avec nous-mêmes, mais dans tout ce qu'on est, pas juste dans une version idéalisée, un peu sainte, un peu zen, etc. Mais en se disant, attends, mais être humain, c'est qu'il y a des jours où il y a des choses qui me gonflent, il y a des émotions. Simplement, je les laisse me traverser. J'essaye ni de faire semblant qu'elles ne sont pas là, ni de les amplifier en me racontant des histoires et en faisant une montagne. Je vis finalement avec l'émotionnel qui est là, mais d'une façon d'autant plus paisible que finalement je ne suis plus justement en bagarre à essayer de prétendre être ce que je ne suis pas. Parce que tu l'as été? Ah ben carrément, oui. Moi je viens d'un long parcours dans la spiritualité, et dans la spiritualité, il y a une espèce d'idéal à atteindre comme ça. Moi, il y a des êtres qui étaient des sources d'inspiration pour moi. Je me disais, un jour, si je pouvais devenir comme un tel, comme une telle, tu vois, et puis être au-dessus de la condition humaine, et puis avoir une sorte, justement, pas de vague émotionnelle, tu vois. Et j'ai été beaucoup en bagarre avec ça, puis il y a beaucoup à m'en vouloir de ne pas arriver à atteindre cet état de sainteté apparente. Donc culpabilité. Hein? Donc culpabilité. Donc culpabilité, etc., etc. En fait, ce qui est paradoxal, c'est que dans la spiritualité, moi j'ai vécu 11 ans en communauté, je connais des gens dans des couvents, dans des monastères, etc. Mais il y a un tel niveau d'exigence vis-à-vis de soi que c'est souvent les endroits où tu vas rencontrer les conditions relationnelles les pires. Parce que si tu vises très haut et que tu ne l'atteins pas, bah, tu t'en veux d'autant plus. Comment tu as apaisé ça alors? Bah déjà, en faisant un bilan au bout de 11 ans de communauté, en me disant, OK, j'ai appris des tas de choses intéressantes, spirituellement parlant, mais je me suis dit, mais au niveau relationnel, c'est la cata ce qu'on vit. Et là, je quitte, et là, je vais avoir quand même 2 gros cadeaux de la vie, c'est-à-dire que dans l'année qui suivante, 97, je découvre Marshall Rosenberg, La communication non violente. C'est moi qui vais faire traduire et publier son livre, et aller me former avec lui. Donc, waouh, un premier outil, tu vois. Et puis l'année d'après, 98, je découvre et je traduis et publie en français les 4 accords Toltec, qui sont pour moi une chevalerie relationnelle, des clés pour transformer notre relation, aussi bien à soi qu'aux autres. Puis pour moi, dans le monde de la spiritualité, ce qui me touche chez Miguel, c'est que c'est un maître de l'amour. Voilà, c'est quelqu'un, alors en plus il est, tu vois, c'est pas le célibataire chaste, etc. Il a été marié au moins une fois ou deux, il a 3 enfants, il a quelque chose de très normal. J'aime bien dire aussi qu'il mange de la viande, tu vois, on s'imagine que si t'es spirituel, forcément, non, Miguel Ruiz pas. Oui. Mais par contre, je me suis dit, tiens, cet homme-là, c'est une boule d'amour, quoi. Et on se dit souvent que ces gens qui ont ce degré de spiritualité, on les imagine souvent à manger des graines et à être en lévitation sur un nuage 15 heures par jour à méditer, mais non. Non, et moi ce que j'aime beaucoup chez Miguel, c'était sa simplicité. C'est quelqu'un que tu pourrais croiser n'importe où, il n'y a rien qui le distingue. Il n'a pas besoin de jouer à être Miguel Ruiz, tu vois, il peut regarder un match de foot parce qu'il vient du Mexique et le foot c'est quand même pas rien, tu vois. C'est une religion, c'est une culture, voilà. C'est sûr. Et ça me parlait, si tu veux, ce côté totalement humain, normal. Et en même temps de me dire, tiens, il a éveillé, il a développé quelque chose en lui auquel j'aspire,
qu'est cette capacité d'amour, cette capacité de pardon. Mm. Et ça, c'est inspirant, mais c'est pas inatteignable. Dans le côté, c'est mon côté un peu rationnel, le côté pratico-pratique. Oui. Comment mets-tu en application? Tu dis qu'effectivement, tu as ces vagues d'émotions et on est tous humains et c'est normal, il y a quelque chose qui te traverse comme ça. Comment tu mets en application cette façon de te pardonner, de s'auto-pardonner, lorsque tu es face par une contrariété, une blessure ou une émotion qui justement t'envahit? Pratico-pratique. Alors, pratico-pratique, déjà, pour moi, le pardon, c'est un yoga du cœur, mais il y en a d'autres. Il y en a un autre qui est hyper important, c'est la gratitude. Et je suis content parce que je vois plein d'autres auteurs aujourd'hui sur le pardon qui parlent aussi de la gratitude en disant, mais si on passe sa vie à râler, à rouspéter, à être mécontent de tout, le jour où il nous arrive une vraie tuile, mais on n'a rien comme ressource intérieure. Par contre, si j'ai pris l'habitude, si j'ai fait un yoga du cœur de remercier, de me rendre compte que cette vie, elle est incroyable et que même si, moi j'ai été malade 3 ans, même s'il arrive des tuiles, des moments de chômage, des deuils, etc., si on arrive à ça, on a déjà intérieurement une sorte de ressource, de zone tampon qui fait que le jour où arrive quelque chose de pénible, eh bien, on a déjà beaucoup plus de facilité à l'accueillir. Puis après, ben, pour moi, c'est des yogas, ça, c'est des pratiques, c'est-à-dire le pardon, c'est pas juste un truc on fait une fois, puis c'est bon, j'ai effacé l'ardoise pour toute la vie. Euh, on a des interactions au boulot, dans le trafic, en famille. Il y a des trucs des fois qui vraiment viennent nous impacter, mais de savoir que j'ai le moyen ensuite de travailler ça. Physiquement parlant, tu as une égratignure, tu sais quoi faire. Tu as une coupure un peu profonde, tu sais quoi faire. Tu te casses le bras, tu sais chez qui aller. On a des ressources au niveau physique, on ne s'attend pas à avoir une santé parfaite, on risque de choper un virus, un microbe, mais on sait qu'on aura les moyens et les outils pour se soigner. Moi, un de mes espoirs, c'est que demain, on sache que dans la médecine du cœur, on a autant d'outils que ça. Et que selon que ce soit des petites vexations de rien du tout, ou que ce soit un deuil, ou que ce soit des abus ou des choses beaucoup plus graves, ben, il y a toute une pharmacopée, je dirais, de moyens de venir guérir son cœur, de restaurer son unité et de ne pas être condamné à vivre triste, dépressif, malheureux, rancunier ou que sais-je. C'est quelque chose que tu entretiens, ce fameux yoga du cœur, tous les jours? Ah oui, ça je peux vraiment dire que c'est devenu une pratique. Parce que C'est ne pas le faire, c'est comme si automatisme. demain j'arrêtais de prendre la douche ou Ouais. de me brosser les dents, tu vois. Tu dis, ah, mais attends, mais ça rime à quoi? Je sais le bien que ça me fait. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est l'introduction de l'hygiène physique qui a le plus contribué à l'amélioration de la santé ces 200 dernières années. Eh ben, l'hygiène du cœur, ce que j'appelle la douche du cœur, la douche émotionnelle, franchement, ça fait un bien fou. Alors qu'est-ce que tu fais quotidiennement? Eh ben, alors, tu sais, quand j'écris mon tout premier livre sur le pardon, donc en 2010, Le don du pardon, suite à ma rencontre avec Miguel Ruiz, ce que j'explique dans ce bouquin, au départ, je ne comptais pas animer ni des ateliers, ni des cercles, je comptais dire aux gens, voilà ce que vous pouvez faire. Le soir, avant de vous coucher, vous prenez un petit moment, ça prend 5-10 minutes, pour aller dissoudre dans les eaux du pardon les moments de tension, les moments où ça allait pas. Au lieu de les accumuler, je dis on finit par accumuler une sorte de cholestérol émotionnel qui bouche nos artères d'amour. Ben là, tous les jours, on dissout. Et que ça soit dans le don du pardon, que ça soit dans Peut-on te pardonner, que ça soit aujourd'hui dans le pardon à soi, dans chacun de mes livres, chaque fois, j'ai redonné ces 4 étapes et ce petit rituel tout simple qui permet de garder cette hygiène du cœur. Donc je vous invite évidemment à retrouver toutes les références littéraires d'Olivier. Dans le chapitre 1 de cet ouvrage, qui s'appelle donc le pardon à soi, tu parles de notre juge intérieur. Ouais. Ça c'est intéressant, celui que tu appelles le procureur. Oui. C'est celui qui évidemment passe son temps, ce mental qui passe son temps à dire je suis pas assez bien, je suis incapable, je mérite d'être puni. Cette phrase, je mérite d'être puni, moi ça m'a heurté. Je me dis, il y a des gens qui disent ça, Alors, ou qui pensent ça, qui Alors- ressentent ça. Alors, je ne sais pas s'ils le disent, mais en tout cas, la réalité, c'est qu'un paquet de gens s'estiment coupables de tout un tas de choses, se trouvent nuls, se trouvent pas à la hauteur,
et se le font payer. Se le font payer de mille et une manières en se laissant pas la possibilité de s'épanouir, en se laissant pas la possibilité de réparer, en continuant. Tu sais, Miguel Ruiz avait une phrase jolie, il disait: «Tu es condamné, tu vas au tribunal demain, tu vas être jugé une fois et il y aura une peine». Mais nous, dans notre tribunal intérieur, on se juge une fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois et on se rajoute, de la culpabilité et de la peine et on se fait vivre une vie, dont un jour on se dit: «Mais c'est quoi? C'est 5, c'est 10% du potentiel que j'ai. Je me ratatine, je me fais petit, et c'est de sortir de ça. Moi, tu sais, d'avoir vu tant et de continuer à de voir tant de gens qui s'accablent et s'accusent et se flagellent, alors qu'objectivement, ils ont tué personne, ils ont volé personne. Ce sont des gens qui essaient de faire de leur mieux avec leurs enfants dans cette société de fous et de malades. Tu te dis, mais et pourquoi? Est-ce qu'on peut pas arrêter ça? Est-ce qu'on peut pas devenir un jour son meilleur pote, sa meilleure copine? Avoir de l'indulgence avec soi. Puis ce qui est génial, c'est que si tu arrives à faire ça petit à petit avec toi, bah, tout d'un coup, tu te rends compte que tu as beaucoup plus de marge avec les autres. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que quand on t'entend parler, ça tombe sous le coup du bon sens. C'est plein de bon sens. Sauf que on se dit toujours: «OK, ça me parle, c'est plein de bon sens. Pourquoi est-ce que je n'y arrive pas? Pourquoi si compliqué? Pourquoi est-ce que c'est une mécanique et un automatisme qui n'est pas si, instinctif et naturel?» Alors, je vais te dire un truc. Tu décides de faire du piano comme je fais moi. Tu sais qu'il va falloir des années avant de jouer les études de Chopin. Tu décides de faire du judo, tu sais qu'il te faudra des années avant d'être 12 ceinture ceintures noire. noires. Pareil dans la plupart des sports. Et là, en fait, dans le développement personnel ou dans le développement spirituel, on a hérité d'un travers américain qui est tout de suite et sans effort. Tu fais un stage de 2 jours et paf, tu as tout transformé. Mais c'est pas vrai. Donc en fait, c'est pas qu'on n'y arrive pas, c'est qu'on n'a pas assez l'idée de dire: «Je vais inscrire ça dans le temps». Et puis si tu fais des sports, bah, tu peux gagner des médailles, tu vois? Tu peux gagner de l'argent, mais le travail personnel que tu fais sur toi, bah, tu vas pas avoir de médaille, tu vas pas avoir des millions. Mais par contre, je trouve qu'en termes de richesse véritable, il y a rien qui nous apporte autant. Donc réapprendre aux gens à inscrire dans la durée en se disant: «OK, je commence aujourd'hui, Mmh. dans un an, j'en serai peut-être là, dans 5 ans là, puis dans 10 ans, quand je regarderai, je me dirai: «Waouh, j'ai fait un joli bout de chemin». C'est intéressant parce que, et on en parle souvent et c'est vrai qu'il y a moi, quand j'entends des thérapeutes, des coachs, des accompagnants de vie qui s'installent ici pour nous raconter leur approche et leur accompagnement, souvent, ça se résume à 2 3 jours dans les Cévennes et puis, on ressort de là en se disant: «Ah, ça y est, c'est fait». C'est ça qu'on peut aussi, pas dénoncer, mais qu'on peut regretter aussi dans tout ce que l'on fait dans nos univers. Mais oui, c'est-à-dire c'est des feux de paille. Il y a un proverbe très saturnien qui dit: «Le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui». Donc le truc que tu fais en 3 secondes, il dure 3 secondes. Mais le truc que tu as mis du temps à développer, à construire, à faire descendre de ta tête dans ton cœur, de ton cœur dans tes tripes, à un moment, il s'installe vraiment là. Et alors comme on est dans des sociétés complètement speedées, Mmh. on a des cadences infernales, l'intelligence artificielle est en train d'augmenter ça encore carrément, ben, on voudrait que tout aille très vite. Je pense qu'il faut vraiment redonner petit à petit cette idée aux gens de dire: «C'est un yoga, c'est une pratique, et si vous l'inscrivez dans la durée, soyez certain d'une chose, c'est que vous verrez des transformations». Moi, j'ai plus de 40 ans de recul aujourd'hui. J'ai des potes qui sont partis dans des trucs, complètement différents, chez des maîtres spirituels différents, dans des pratiques différentes, la CNV, Muktananda, je sais pas quoi, le yoga. Mmh. Bah, quand tu vois ces gens, ne serait-ce qu'au bout de 10 ou 20 ans, tu te dis: «Ah oui, là, il y a quelque chose qui est descendu, qui s'est incarné, qui est vécu», tu vois? D'après toi, est-ce qu'il y a une différence, et si oui, laquelle, entre le fait de pardonner à l'autre et de se pardonner à soi? Dans le principe, non, simplement pour tout un tas de raisons. Ce que je constate, et je suis pas le seul, c'est qu'il y a des gens qui arrivent à pardonner à toutes sortes de personnes, y compris des choses vraiment moches qu'on leur a faites. Mais par contre, elles te diront: «Ah, moi, je me pardonnerai jamais parce qu'un jour j'ai fait ça ou j'ai dit ça et alors ça, je me le pardonnerai jamais». Et alors, en plus, si les gens sont un peu branchés spiritualité, tu vois? Ou voire carrément religion, je leur dis: «Mais vous vous rendez compte qu'en disant ça, vous vous mettez au-dessus de Dieu? Vous vous mettez au-dessus de la vie? Vous vous mettez au-dessus du plan divin puisque la vie vous soutient, vous êtes là devant moi, vous êtes vivant. Vous n'avez pas été foudroyé, réduit à un tas de cendres. Donc c'est qui cette voix intérieure qui se permet de vous juger comme ça et qui vous donne plus aucune chance?
Tu vois, j'aime bien amener les gens à réfléchir, à se rendre compte que la voix qui leur parle à l'intérieur, bah, c'est pas la voix qu'ils croient. Et cette voix à l'intérieur, toi, elle t'a challengé? Ah bah, bien sûr, moi j'ai été élevé dans la religion catholique, tu vois? Avec une bonne dose de culpabilité, bien entendu, tu vois? Mmh. D'ailleurs, Mmh. c'est en écrivant ce livre, à un moment, je me suis fait la réflexion, je me dis: «C'est quand même dingue, ça fait 2000 ans que le christianisme nous parle d'un Dieu d'amour. Dieu est amour, un père aimant». Et dans la tête, on est beaucoup à avoir la version d'avant, 1.0, qui est un Dieu qui est loi, qui est jugement, qui est autorité, un Dieu qui peut piquer des colères et puis dévaster la planète entière s'il y a un truc qui lui plaît pas, tu vois? Heu, on n'a pas encore fait ce passage-là. On est encore dans la loi, on est encore dans la punition. Petite parenthèse, il y a un livre qui est sorti aux États-Unis que je trouve génial sur la science de la vengeance, tu vois? L'auteur s'est passionné pour cet esprit de vengeance qui nous habite un peu tout le temps, tu sais? Mmh. Mmh. Tu as un mec qui te double en voiture et puis tu lui souhaites de prendre un radar ou pourquoi pas de finir dans le fossé histoire qu'il apprenne à bien conduire, tu vois? Ou tu vas le redoubler d'une autre Voi manière. voilà. Exactement. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on sait ce que ça fait physiologiquement à ton cerveau et à ton corps Mmh. d'être en mode vengeance, rancune ou d'être en mode pardon. Et c'est 2 univers complètement différents. Et quand nous, on dit depuis des années: «Mais le pardon, c'est pour vous, c'est un cadeau à vous, c'est à vous que ça va faire du bien». Mais aujourd'hui, c'est étayé médicalement. Et alors, il y a des études scientifiques là-dessus? Ouais, à Yale, à Stanford, dans d'autres universités où on voit ce qui se passe dans le cerveau, quelles parties du cerveau sont activées selon que tu es dans un mode ou dans l'autre, Mmh. et puis physiologiquement, qu'est-ce que ça déclenche, dans le corps? Moi, j'aurais pu écrire un bouquin sur tous les changements physiques que j'ai vus chez des gens. Je le fais pas parce que je veux pas vendre une baguette magique d'Harry Potter en disant: «Faites un cercle de pardon et tout va se régler». Mmh. Je préfère toujours en vendre un peu moins Mmh. et que les gens découvrent que finalement, waouh, ça leur apporte tellement plus que ce qu'ils étaient venus chercher. Mais des changements physiologiques, Mmh. où les gens sont libérés de pathologies, de problématiques qui vraiment Mmh. leur causaient souci, Bah, j'en ai c'est vu un paquet. ils ont libéré certaines choses, ce qui fait que comme ça n'est plus engrammé ou que ça a considérablement évolué, ça ne reste plus dans le corps et donc ça ne perturbe pas en fait le corps. Exactement, Ouais, c'est ça. exactement, ouais. Alors tu dis cette belle phrase, moi j'adore cette phrase: «Apprendre à se pardonner, c'est le volet curatif. Apprendre à ne plus se juger, c'est le volet préventif». Ouais. Ah oui, parce que si je me pardonne, mais que demain je recommence à me juger, C'est sûr, j'en sors pas, tu c'est vois? ouais. Donc à un moment, faut venir à la source puis dire: «Attends, mais ces jugements avec lesquels je m'accable, ils viennent d'où? Mmh. Qui m'a dit ça? Mmh. Pourquoi je l'ai cru? Ah bah oui, on m'a dit ça quand j'étais tout petit, donc quand je suis tout Mmh. petit, j'intègre tout». Mais aujourd'hui, hein, rendre à César ce qui est à César, c'est aussi rendre à ses parents, rendre à ses profs, rendre à ses frères aînés plus âgés, Mmh. leur dire: «Écoutez, j'ai expérimenté votre truc là, ça fait 10 ans, 20 ans que j'ai vu ce que ça faisait. Merci, mais je crois que je vais vous le rendre, puis je vais tester d'autres choses maintenant». Qu'est-ce qui a été dans le mode procureur, chez Olivier Clerc, qu'est-ce qui a été le plus, hem, je veux dire l'aspect le plus difficile à pardonner chez toi? Ah bah, c'était justement cet écart entre qui je suis là, au quotidien et puis cette espèce d'idéal, Ah oui. spirituel, incroyable que Mmh. que que j'espérais atteindre un jour dans ma vie. Puis les années passant, j'ai fini par me dire: «Bon, je risque de pas y arriver». Puis les années passant encore, je me suis dit: «Mais attends, mais ces gens qu'on encense, ces gens dont on a fait, est-ce que vraiment ils sont comme ça ou juste c'est une histoire qu'on a créée?» autour d'eux. Heu, Moi, j'ai rencontré des gens assez exceptionnels, vraiment des gens, je trouve, qui ont un beau niveau de réalisation, mais j'ai rencontré personne de parfait et je le dis dans ce livre. Mmh. La perfection, ça nous bousille la vie, la quête de la perfection. Cherchons la plénitude et la plénitude, c'est pas la perfection. Un un cerisier comme j'ai dans mon jardin, je lui demande pas d'être parfait, mais quand chaque année il m'offre des cerises, pour moi, il a atteint la plénitude, mais il a des branches qui sont cassées, il en a qui sont bouffées par chez quel je m'en fous, je ne demande pas d'être parfait. Mais par contre, bah, si on est un gland, devenons un chêne. Si on est un être humain, réalisons en plénitude notre nature propre. Mais la perfection, qu'est-ce que c'est terrible ce qu'on s'est mis comme exigence et ce qu'on s'est pourri la vie avec ça. Et ça depuis tout petit, hein? Depuis tout petit, Au puis la religion y a beaucoup contribué. Aussi, mais je veux dire, même dans un système éducatif, scolaire, tous les apprentissages, le degré de perfection qu'on impose parfois à nos enfants ou qu'on nous a nous-mêmes imposé,
il est quand même, il est virulent, quoi. Il est Et violent. violent, puis il a un coût Et il a un terrible. coup, ouais, bien sûr. C'est que ça amène les gens dans des divisions intérieures et puis que tu peux maintenir cette cadence pendant un bon moment parce qu'on est étonnant, hein, dans la capacité à se faire du mal et puis à résister. Puis un jour, tu arrives à 40 ou 50 balais, puis Mmh. ça s'effondre. Ça s'effondre et puis tout d'un coup, tout ce qui t'a servi de moteur, se casse et ça amène des grosses remises en question avant de se dire: «Mais attends, mais cette disquette avec laquelle» enfin disquette, je sais plus, Mmh. certains me comprendront plus, ce programme Ce programme, ouais. ce programme avec Mmh. lequel je tourne, Mmh. ça suffit, quoi. Découvrez le pouvoir extraordinaire des vibrations sonores avec Alex Michel, pionnier des fréquences thérapeutiques depuis plus de 20 ans. Imaginez pouvoir transformer votre état de conscience, améliorer votre concentration et votre sommeil grâce à des compositions uniques créées avec une technologie de pointe. Dans cette masterclass, Le pouvoir des sons et des vibrations, Alex Michel dévoile les secrets des fréquences sacrées et leur impact profond sur votre bien-être physique et émotionnel. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Dans ce livre également, et c'est le chapitre 2 d'ailleurs, tu parles de l'illusion nuisible. L'illusion nuisible, si tu parles de notre image, beaucoup de personnes se construisent d'ailleurs avec une image d'elles-mêmes assez négative. Encore une fois, on revient à ce juge intérieur, encore une fois, on revient à cette notion d'humanité qu'on a parfois perdue dans notre humanité presque Ouais. propre. Et cette illusion nuisible, c'est le fait de prendre conscience ou de ne pas prendre conscience. Cette illusion nuisible, c'est d'avoir construit une version idéalisée de nous-mêmes, mais on est très doué pour ça. On a dans notre tête le gouvernement idéal, on a le temps parfait, on a la société parfaite, Mm. on a notre moi parfait, on a notre conjoint parfait, on a nos enfants parfaits et l'écart entre la réalité de ce qu'est le monde, de ce que sont les gens et puis de notre vision idéalisée, l'écart entre les 2, c'est ça qui nous fait souffrir en Ouais, permanence. ouais, C'est ce refus de prendre la réalité telle qu'elle est. Tu connais certainement Byron Katie. bien sûr. Elle a cette phrase dont on devrait faire un marque-page. Elle dit: «Quand vous vous battez contre la réalité, vous perdez. 3 petits points, mais seulement à chaque fois». Voilà. Et nous, on passe son temps à se battre contre la réalité. Jusqu'au jour où on a épuisé les munitions, on s'est épuisé soi-même, puis on se dit: «Il doit y avoir moyen de pouvoir vivre autrement que comme ça, quoi». Alors, parfois, et notamment dans le développement personnel, tu sais, il y a cette manière de penser qui consiste à dire, allez, focus, on lâche rien, on va toujours dans la même direction, on fait les choses de cette manière-là. Et quand on t'entend, on sent que de temps en temps, ce lâcher-prise que l'on doit avoir, enfin, qu'il est nécessaire parfois d'avoir pour ne pas souffrir, il est antinomique avec le fait de ce qu'on entend à longueur de temps dans cette thématique de la spiritualité ou du développement personnel. Oui, et en même temps, cette façon de se comporter dont tu parles, ben, on en voit le résultat dans le monde entier aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on a un monde qui est épanoui? Est-ce qu'on a des gens qui sont en bonne santé? Est-ce qu'on a une qualité de vie relationnelle, Mm. les uns avec les autres, mais avec les animaux, avec la nature? Est-ce que notre société humaine est exemplaire sur quoi que ce soit? Puis à un moment, tu te dis, là, attends, mais c'est la cata partout. On a une société qui est gravement toxique, malade, et puis qui va encore plus dans ce sens-là. Donc, ça veut dire que le mode de fonctionnement de base, il va pas. Moi, un des moteurs de ma vie, ça a été de chercher des gens où quand je les vois vivre, je me dis: «Waouh, j'aimerais bien être comme ça», tu vois? Et je me dis: «Tiens, ils ont une façon de se comporter avec leurs enfants ou avec leurs conjoints ou un rythme de vie, une façon d'être, qui m'a inspiré et qui m'a amené à me dire: "Tiens, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour être comme ça?"» Mm. Tu vois, je parlais de Miguel parce que c'est un exemple, Miguel Ruiz, mais il y en a d'autres que j'ai rencontrés, tu vois? J'ai toujours ressenti ce besoin d'aller rencontrer les gens derrière les livres. Marshall Rosenberg, quand je publie son livre, je vais faire une semaine de formation avec lui. Miguel Ruiz, pareil, je pourrais en faire une longue liste. Récemment, je lisais le bouquin du docteur Gabor Maté, là, qui vient de sortir, le mythe de la normalité. Et quand j'ai vu cet homme-là et que je l'ai vu parler et que je vois comment il écrit, je me suis dit, tiens, voilà, c'est quelqu'un, j'aurais aussi, j'étais plus jeune, j'aurais dit, tiens, je veux rencontrer ce bonhomme. Mais alors, ça veut dire, quand tu es conscient de ça, et quand on est conscient aussi de notre réalité et la dureté de notre réalité et la bêtise de notre réalité, de notre vie, de notre société notamment, euh, que c'est compliqué de mettre en application tout ce que tu dis, alors qu'on est en permanence
remis au centre de ces problématiques, de ces souffrances et de ces difficultés de notre société? C'est pas aussi compliqué que ça. Non? Non, je pense pas. Ce qui est compliqué, c'est que souvent les gens sont trop seuls. C'est-à-dire ils achètent un bouquin et puis tout seuls chez eux, ils essayent de pratiquer quelque chose. Alors que dans toutes les traditions de la planète, chrétiennes comme soufis, bouddhistes ou ailleurs, il y a toujours une idée de paroisse, de sangha, de tarika, c'est-à-dire il y a un groupe de personnes qui cheminent ensemble. Alors ce qui est chouette aujourd'hui avec Internet, c'est que mine de rien, tu as des webinaires, tu peux suivre des gens sur 6 mois ou sur un an de manière régulière, ils peuvent échanger avec d'autres. Euh, voilà, moi je pense que une des choses qu'on va retrouver petit à petit, parce que 40 ans de développement personnel, bah oui, mais on n'est pas tout seul. On a besoin de développement collectif, on a besoin de développement relationnel, on a besoin de cheminer avec des autres. Et je pense que quand on fait ça, et quand on rentre dans une pratique régulière, c'est pas plus difficile, encore une fois, Mmh. qu'apprendre le piano ou les arts martiaux. Parce que j'entends ce que tu dis et c'est vrai que, heu, quand on fait ce travail-là, on aimerait presque être dans une espèce de bulle pour ne pas être impacté par, toute la négativité d'une société hyper anxiogène comme celle qu'on vit, en ce moment. Tu vois? C'est ça que je voulais dire. Oui, C'est alors là où il y a une eh difficulté. ben, il y a des bulles. Alors, il y a Ouais, des bulles de 2 heures le soir en semaine. c'est ça, ouais. Il y a des bulles d'un week-end où pendant 2 jours, tu es qu'avec des gens qui sont en chemin comme toi. Il y a des bulles d'une semaine ou 15 jours. Nous, avec ma femme, on anime 2 fois par an une retraite qui dure une semaine. Bah, les gens, pendant une semaine, ils sont effectivement dans un cadre sécurisé où ils vont pouvoir apprendre certains outils, puis après, ben, essayer petit à petit d'en infuser un peu dans leur quotidien. Puis après, ils reviennent et puis il y a un mouvement d'aller-retour qui se fait progressivement jusqu'à ce que un jour tu te dises, bah, tout ce que j'ai lu, appris, pratiqué, je commence à pouvoir Mmh. le vivre avec de plus en plus de gens au quotidien et un peu partout. Mais en tout cas, ça veut dire que toi, dès que tu sens, pas un obstacle, mais dès que tu sens, peut-être quelque chose qui n'est plus dans ce que tu as envie de vivre profondément, intrinsèquement, hop, tu reviens dans ces différentes bulles que tu as créées, que tu as mis en place depuis toutes ces années? Alors, bah, comme tu dis, moi, ça fait longtemps, donc aujourd'hui, je suis plus dans le fait de transmettre ça, si tu veux, de créer des bulles pour les autres que, moi, ma bulle principale à moi, mais c'est un choix que j'ai fait il y a 25 ans, c'est que j'habite en milieu rural. Donc ma bulle, c'est que je vais me balader en forêt. C'est que la nature, il ne faut pas un quart d'heure de marche, dans les Bien sûr, champs ou dans la forêt pour que j'ai ouais. quelque chose qui s'apaise, qui redescende Ben moi, je suis et admiratif de ça parce que c'est l'inverse. Si je vais je l'ai fait plein de fois ça, je ouais, t'assure. ouais, Le nombre de personnes qui m'ont dit: «Mais vous habitez, en ville à Paris?» Pas du tout. Moi j'habite, suffisamment loin pour me faire 2 heures de trajet, pour venir, au studio, mais je suis dans les bois. oui, Donc je sors, je peux aller marcher. oui. Mais c'est l'instant où je me vide le moins la tête. Ah oui, Je cogite ouais, parce que je marche et je marche presque dans un état modifié de conscience. ouais. Parce que brrr, c'est là où tout arrive, c'est là où je pense à et n'oublie pas, et il faudrait, et il y avait qu'à, et tu crois que, et je vais envoyer le mail parce que j'ai pas répondu, et tu donc moi je suis très admiratif de ça. Est-ce que ça veut dire que cette marche en nature ne correspond pas à mon lâcher prise? Exactement, c'est-à-dire que moi, tu sais, plus les années passent, plus je m'émerveille. Imagine-toi une roue, comme le zodiaque, avec 12 rayons. Tu as 12 manières différentes de joindre le centre. Donc certains te disent: «Il faut absolument aller à gauche», puis d'autres: «Non, il faut aller à droite», puis tu en as certains qui disent: «Faut descendre», puis d'autres qui disent: «Faut monter». Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les moyens qu'on a chacun de se réaliser sont différents. C'est comme si tu as un sommet, puis tu as ceux qui font la face nord, la face est, et l'important, c'est juste de trouver De ce qui nous fait trouver. du bien à Eh soi. bien sûr, bien sûr. Moi, je te parle de la nature, je pourrais mentionner la musique, c'est vraiment les 2 choses les plus importantes pour moi de ce point de vue-là. Mais je connais des gens, c'est de faire la Le cuisine, sport ou la ou le cuisine. sport, Ouais, ou de bien sûr, s'occuper bien des sûr, enfants, bien ou de sûr. s'occuper des animaux. Mmh. Et moi, tu me demandes d'aller m'occuper d'animaux, ça va pas le faire du tout, tu vois? Donc l'important, c'est pas d'imiter quelqu'un d'autre, c'est de dire: «Moi, c'est quoi finalement l'activité qui me permet de me recentrer, qui me permet de faire une mise à terre de toute cette espèce d'électricité statique complètement barjo qu'il y a dans les vies modernes qu'on vit, et puis du coup de garantir que je vais tenir dans la durée, quoi». Et je l'ai pas trouvé. Tu pas trouvé? Non. Damned. Incroyable, hein. Non, mais tu sais, j'en parlais encore il y a pas longtemps avec quelqu'un là que j'aime beaucoup et il me disait: «Mais quelle est ta soupape? Ouais. Qu'est-ce qui te permet de» voilà. Est-ce que tu te fais masser, par exemple?
Non. T'as déjà essayé ça? Oui, oui, bien sûr, je suis allé dans les spas ou des choses comme ça, mais ce besoin, permanent d'être, obsédé par ton activité, par le développement, par les tu vois? Il y a un Ouais. moment donné, tu as envie de dire: «Oh, arrête-toi 2 minutes, fais quelque chose» Ouais. et tous ceux qui m'entourent et tous les gens que j'ai pu recevoir, c'est la condition absolue qui consiste à dire: «Trouve-toi quelque chose qui permette à un moment donné de couper, pour penser à autre chose et pour être, c'est terrifiant, hein. Des Voilà, il fois faut c'est adresser ta demande à l'univers de dire: ouais, c'est ça. Je veux dire: «S'il te plaît, voilà, «Faites-moi découvrir, même fais-moi quelque malgré chose». moi, ce qui me permet vraiment de me régénérer, de décrocher». Non, non, mais c'est vrai, hein. Ouais. Accepter ses imperfections, c'est une étape essentielle du pardon à soi. C'est dans le livre, évidemment, d'Olivier Clerc. Dans le 3e chapitre, il y a le pardon, ce que tu appelles le pardon inversé. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ce qui a démarré en fait toute mon aventure, c'est-à-dire quand je pars en 99 au Mexique et que Miguel me fait vivre cette expérience fondatrice qui va donner naissance à toute l'aventure jusqu'à aujourd'hui, il ne me demande pas de pardonner. 4 fois, il me met en demeure de demander pardon. D'abord aux autres membres du groupe, un petit groupe où on est ensemble au Mexique. Ensuite à mes boucs émissaires, c'est-à-dire, tu sais, ces groupes, tu ouvres ton journal le matin, on te dit exactement qui tu dois détester, qui est responsable de ce qui ne va pas dans le monde. Mmh. 3e étape, demander pardon à plus grand que soi. Ça peut être Dieu pour certains, le cosmos, la source, la nature, et cetera. Ce qui nous dépasse, tu vois? Et 4e et dernière étape, Miguel d'ailleurs à l'époque m'avait dit: «Tu verras, ça va être la plus difficile, se pardonner à soi». Voilà. Mais 4 fois, il me fait demander pardon. Jamais il me dit: «Pardonne». Et sur le moment, ça m'a un peu interpellé. Il m'avait juste donné une clé. Il m'avait dit, «Demande pardon d'utiliser ce que les autres font pour garder ton cœur fermé». Et ça, c'est facile de se voir. Tu es à la terrasse d'un café, tu es en train de lire ton journal et parce qu'il est arrivé ça dans tel pays ou parce que le gouvernement a décidé ci et ça, hop, allez, je me mets en rage, je me mets en colère, et cetera. Mmh. Donc en fait, j'utilise ce qui m'est dit de ce qui se passe dans le monde pour me foutre en pétard. Tu vois? Moi, j'ai une image que j'aime bien, je dis: «C'est quand même incroyable, aujourd'hui, tout le monde veut manger bio, hein, tout le monde veut mettre du bio dans son estomac. Pourquoi on fout des ordures dans son cœur et dans sa tête? Pourquoi on n'est pas aussi exigeant avec les sentiments qu'on laisse pénétrer dans notre cœur et avec les infos, qu'on laisse pénétrer dans Parce notre parce tête?» que c'est palpable, Eh oui, mais il y a parce un qu'il y a de la moment matière. ouais, mais il y a un moment où on est bien obligé de se rendre compte que les sentiments que je laisse me traverser, ils ont un impact sur tout mon être. Donc il y a un moment où il y a une espèce d'écologie du cœur qui vise à se dire: «Attends», heu et puis j'ai le choix, je peux lire les infos, je peux lire ce qu'il y a dans le journal et puis avoir de la compassion, avoir de l'empathie, prier, méditer. Je ne suis pas obligé de tout de suite passer en mode Mmh. genre: «Ah, je rouspète, puis je discute avec le voisin et puis on va maudire des gens qu'on n'a jamais rencontrés et dont tout ce qu'on a, c'est ce que les médias nous en disent». Tu vois? C'est pour ça que beaucoup coupent. Ouais, mais il y a des fois où cette coupure, elle est saine si c'est la première étape nécessaire avant de me recentrer sur moi, puis un jour de dire: «Maintenant, voilà, j'ai envie de vivre autrement». J'ai plus envie d'utiliser donc le pardon inversé, c'est prendre conscience de la façon dont on utilise ce que les gens disent, ce que les gens font pour se pourrir la vie, pour se faire du mal, pour s'intoxiquer le cœur et à un moment dire: Je veux plus de cette gymnastique-là. Tu as la télé? Non, je l'ai plus». Tu as commencé par ça? Alors déjà, à l'époque où j'avais la télé, je faisais des jeûnes médiatiques assez réguliers, je trouvais ça intéressant, tu Mmh, vois? mmh. Ce qui est surtout intéressant, c'est quand tu reprends 1 mois ou 2 mois ou 3 mois après de dire: «Ah mais en fait, c'est la même chose, ça a pas changé, c'est toujours les mêmes histoires, les mêmes problèmes». Puis en plus, moi j'ai été journaliste, hein, à une époque, donc plus tu connais la façon dont les journaux sont faits, C'est donc sûr. l'information aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui, en France, 9 milliardaires possèdent 90 des médias français? C'est une question à se poser ça. Parce que ce sont des médias d'influence. Ben voilà, mais à un moment de se dire: Quelle garantie j'ai que ce qu'on me raconte est un tant soit peu proche de la réalité?» Et quand on a surpris personnellement, directement, des flagrants délits de récits qui sont complètement bidons, à un moment, on se dit: «Attends, mais moi je lis pas les journaux pour savoir ce qui se passe dans le monde, je les lis pour savoir ce que les gens ont dans la tête, c'est pas la même chose». Mais ça veut dire que tu remets en question tout ce qui est dit, tout ce qui est écrit?
je prends plus rien pour argent comptant. Parce que je pense que la première guerre, c'est une guerre des histoires, c'est une guerre des récits. Qui maîtrise le narratif? Tu vois? Et puis qu'encore une fois, j'ai pas envie de m'empoisonner. Et tu sais, l'autre problème, c'est qu'à force de voir tout ce qui se passe dans le monde, tu finis par cultiver l'impuissance. De toute façon, on peut rien. C'est les politiques, c'est les riches, c'est les multinationales. Et du coup, on finit par ne pas voir ce qu'on peut faire sur soi, dans sa vie, sur son couple, sur sa famille, dans son quartier, là où on peut vraiment agir et avoir une influence. Et je pense que c'est sain, à un moment, de trouver un équilibre, avoir une idée approximative de ce qui se passe dans le monde, mais surtout garder la capacité de choisir ce qu'on peut faire concrètement et où on peut faire du bien. Sauf que quand tu dis où on peut faire du bien, en tout cas agir concrètement peut-être par rapport à son voisin, par rapport à son quartier, par rapport à son village, heu, à un moment donné, dans le degré d'action, il y a un engagement et cet engagement, parfois, il passe par, des engagements politiques, des engagements associatifs, des engagements tu vois? Donc tu es obligé de revenir si tu veux vraiment influencer le cadre de vie dans lequel tu es. Oui, mais tu peux le faire d'une façon qui reste en accord avec tes valeurs, avec ce que tu fais. Moi, tu vois, à travers cette aventure qui m'est un peu tombée dessus par hasard, ben, je le dis souvent, je dis, mais j'ai la chance de faire quelque chose qui fait du bien aux gens. Si je prenais des photos des gens au début Ouais, d'un c'est cercle ça. de pardon ou d'un atelier et à la fin, Mmh. puis surtout, moi, je vois les conséquences des mois, des années après, tu Mmh. vois, de Mmh. ça. Bah, moi, c'est un choix que j'ai fait de me dire: «Où est-ce que je peux faire du bien?» Et il y a plein de gens, bah, toi, tu le fais avec ton émission, d'autres le font avec autre chose, un boulanger en faisant du bon pain Mmh. et des tas de gens en faisant bien leur travail. Moi, ce que je déplore, c'est la façon dont une certaine façon de s'informer nous rend passifs, nous rend victimes, nous rend défaitistes et nous empêche d'agir là où on peut agir Ou nous rend agressifs. aussi. Ou nous rend agressifs. Toujours dans ce livre, vraiment lisez, hein, tous les ouvrages de toute façon, d'Olivier, mais celui-là, il a une saveur et une connotation très particulière parce qu'encore une fois, on parle du soi et là, on est vraiment dans une autre dimension, le pardon à soi. Il y a le chapitre 4 qui est intéressant parce que c'est vrai que quand on parle de cette thématique du pardon, il y a tout de suite, un raccourci qui est fait un peu, le côté béni oui-oui, un peu gentil. Et chapitre 4, tu parles évidemment du pardon et tu dis: «Le pardon à soi, ça ne signifie pas nier les fautes commises». Mmh. Ça aussi, c'est une notion qui est importante. Bien sûr, parce qu'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ne veulent pas entendre parler de pardon, ça les fait grimper au rideau, c'est qu'ils ont l'impression que s'il y a pardon, il n'y a pas de justice. Alors que c'est pas du tout ou bien ou bien. Heu, Quand tu comprends le pardon, comme je l'enseigne, comme étant la guérison du cœur, le fait de retrouver mon intégrité, émotionnelle, c'est pas parce que je guéris mon cœur que je dois perdre la tête. Je peux avoir toute la lucidité et le discernement et si la justice est nécessaire, eh bien, on fera ce qu'il faut. Mais il y a un monde de différence entre aller au tribunal chercher vengeance On en revient. ou aller au tribunal chercher justice. C'est-à-dire qu'il y a moi j'ai connu, je pense à un jeune que j'avais connu à Genève, à une de mes conférences, il racontait qu'il a été abusé pendant 8 ans, par son père et son grand frère et puis à 18 ans, il entreprend tout un travail intérieur, il a fait un boulot incroyable. Moi, je le rencontre, il a 30 ans et il me dit: «Ben, là, maintenant, je suis en paix avec ce que j'ai vécu et là, maintenant, je vais aller porter plainte contre mon père et mon frère parce qu'ils doivent être confrontés aux conséquences de ce qu'ils ont C'est de fait». la vengeance ou c'est de la justice? Non, c'est pas de la vengeance, c'est une notion très juste que le pardon doit pas, être prétexte à laisser faire n'importe quoi à n'importe qui. Tu peux guérir ton cœur et dire: «Ce que tu as fait là, c'est moche, c'est laid et il faut que tu en prennes conscience. On vit en société, il y a des lois dans la société et le pardon est pas là pour laisser faire Mais n'importe on quoi, pourrait dire à jamais». partir du moment lui, il a fait ce travail-là, donc voilà, il a fait ce qu'il devait faire pour lui, Oui. il n'est pas obligé il n'était pas obligé d'aller jusque-là. D'une certaine manière, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue karmique, si, parce que sinon, heu qui dit que son père ou son frère aîné vont pas recommencer sur Bien sûr, d'autres? bien sûr. Et là, de ne pas avoir fait le nécessaire, si tu veux, c'est à la limite se faire complice tacite Mmh. d'autres actes. Il y a un moment où il faut savoir dire stop. Mais si on le fait avec le cœur en paix, bah, si dans 10 ans ou 15 ans, mettons qu'il soit condamné à des peines de prison, s'il n'a pas fait le taf, le jour où il sort de prison, tout ressort. S'il a fait le taf, s'il est en paix, ça ouvre des portes incroyables derrière. Mmh.
Les conflits collectifs, la dimension collective, tu en parles aussi évidemment dans ce livre, et parce qu'effectivement, tu dis attention, ce n'est pas quand on parle du pardon à soi, ça n'est pas qu'une dimension individuelle, c'est aussi une dimension collective. Oui, bah, c'est vrai que comme ce livre est essentiellement centré sur le pardon à soi, j'ai voulu terminer sur un envol, qui est de prendre conscience qu'on n'est pas des îles, on vit en société. Il y a des choses dont on s'accuse, dont on n'est pas responsable simplement parce que si on regarde comment on a été élevé, quelles influences on a subies, et cetera, mais tout était fait pour nous amener dans une direction particulière. Donc prendre conscience de ça, prendre conscience du milieu, c'est ce que fait Victor Hugo avec Les Misérables. Heu, il est extraordinaire ce livre. Il dit, par exemple, à un moment, Victor Hugo, il dit: «Cette âme est dans l'obscurité, le péché s'y commet». Le coupable n'est pas celui qui a fait le péché, mais celui qui a créé l'obscurité. Ça veut dire quoi? Tu prends un Jean Valjean qui vit dans la pauvreté, dans la misère, dans des conditions épouvantables et qui finit par piquer un pain. Mmh. C'est lui qui est responsable de ça ou est-ce qu'il y a une responsabilité collective dans le fait de créer une société qui favorise autant finalement des actes, dits, illégaux, dits criminels, dits injustes? Certains vont dire que là, on rentre dans la phase de déculpabilisation. Alors c'est ce qui pourrait sembler a priori, non, c'est pas de déculpabiliser, c'est de voir la responsabilité individuelle et d'élargir pour voir qu'il y a une responsabilité collective. Tu peux, quand tu es malade, voir juste le symptôme, le bouton ici, ou tu peux dire: «Attends, mais comment cette personne mange? Quelle, hygiène émotionnelle est là?» et puis voir tout le contexte et au lieu de juste, mettre, Oui, mais une là, crème sur le bouton, tu vas faire un traitement global mmh. de tout l'individu. Sauf que oui, et là tu parles de l'individu, c'est-à-dire le problème du bouton, c'est sur l'individu. Or, là, tout à l'heure, tu prenais l'exemple du collectif façon sociétale. Oui, sociétal, ouais. Ouais. Et c'est là où tu peux pas nécessairement intervenir sur le sociétal, à titre personnel, individuellement. Alors, c'est pas facile, mais c'est important d'en parler dans le sens où, tu sais, j'aime bien cette phrase, quelqu'un avait dit un jour face à des actes terroristes et avait eu cette phrase de dire: «Ça sert à rien de tuer les moustiques, il faut assécher les marécages». Autrement dit, ça sert à rien de combattre les criminels, les terroristes et cetera, si en même temps on maintient toutes les conditions qui les font émerger. Bah, je trouve c'est magnifique, c'est C'est la vrai. notion de médecine de terrain, mais appliquée au niveau social et pour moi, c'est intéressant de se dire: «Est-ce qu'on a une école? Est-ce qu'on a une société? Est-ce qu'on a une culture qui favorise la générosité, l'altruisme, la compréhension ou qui favorise compétition, écraser les autres?» Tu vois? On ne peut pas traiter de la question du pardon comme si c'était qu'un problème individuel parce qu'on vit en société et que se poser la question de cette société, c'est important. Victor Hugo, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a mis des efforts pour amener l'école, pour amener l'éducation. Eh bien, aujourd'hui, il y a la même chose à faire, mais avec une autre alphabétisation, qui est l'alphabétisation émotionnelle et relationnelle. Parce que tu as des gens qui ont un QI monstrueux, Mmh. qui ont un bac plus je ne sais pas combien, mais ce sont des désastres émotionnels et relationnels ambulants. Donc, tant que l'école ne sera centrée que sur la tête, au détriment du cœur, eh bien, on fabriquera les conditions qui vont amener ensuite toutes sortes de dérapages. Tu crois qu'on y vient? Petit à petit, oui. Ouais, ouais. Alors, mais jamais assez vite, tu sais. Oui, Moi, oui, non, moi, bien j'ai sûr. souvent été pionnier dans ce que j'ai fait depuis 40 ans, donc j'aurais tellement envie que ça aille plus vite. Mais encore il y a 2 jours, j'étais à Paris justement pour un cercle de pardon au Forum 104. J'ai une femme qui vient me voir à la fin, qui me dit: «Je suis prof de maths Mmh. au lycée et voilà ce que j'amène dans mes classes, comme élément pour leur donner des clés au niveau relationnel, au niveau émotionnel». Prof de maths, tu vois? Et des exemples comme ça, j'en ai plein. Je connais des maternelles où on utilise mes livres pour enfants, on utilise le petit dessin animé Chevalier des temps modernes pour parler des accords toltèques aux tout petits. Voilà. Alors des fois, ça se fait malgré l'éducation nationale C'est ou vrai, contre, c'est vrai. mais n'empêche que des initiatives comme ça, il y en a de plus en Mmh, plus. mmh mh. Alors quand est-ce que se fera la bascule pour que ça soit plus généralisé? J'en sais rien, Mmh. mais à la limite, c'est même pas la question à se poser. C c'est toujours l'image du colibri, si chacun Mmh. fait sa part à son niveau, Mmh. tu sais jamais quand le seuil critique va être atteint et puis que tout d'un coup, les Cer choses vont bouger. Certains considèrent que, on arrivera difficilement à ce que tu évoques, qui est quand même, à mon avis, une des solutions fondamentales pour, transformer un peu notre société ou notre existence, parce que si on arrivait à ça, on ne contrôlerait plus les masses. Oui.
Bien sûr, bien sûr. Et j'entends ce discours et tu sais, je m'efforce depuis des années à la fois de voir tout ce qui va de travers, Mmh, mais à la fois de garder une vision sur tout ce qui se fait d'incroyable, mmh, de génial. mmh. La société de demain, elle existe déjà. La médecine de demain, la politique de demain, la monnaie de demain, l'éducation de demain. Et il y a des choses qui se sont faites à des échelles déjà significatives et depuis 10, 20, 30 ans. À quel moment une société se transforme? J'en sais rien, mais regarde, en plein hiver, tu regardes par la fenêtre, il y a pas un bourgeon, il y a pas une feuille, il y a pas une fleur, il y a rien. Puis tout d'un coup, du jour au lendemain, paf! Mmh. Ça bourgeonne de partout. Moi, j'exclus pas, et peut-être que c'est mon besoin d'une forme d'espérance et cetera, de me dire: «Mais tout ce qui se fait là depuis 40, 50 ans, de manière un peu souterraine, avec une visibilité réduite, à quel moment tout d'un coup, ça peut germer?» J'en sais rien. Mais en tout cas, moi, ça donne du sens à ma vie, d'œuvrer là-dedans comme le font des millions de gens. Quel enseignement, bravo. Merci beaucoup Olivier, c'est passionnant. Vous allez lire c'est chez Animae, hein, c'est ça? Oui, animé. Voilà, le pardon à soi, en finir avec nos guerres intérieures. Olivier Clerc était notre invité. C'est toujours extrêmement instructif. Tu dis que tu fais 2 sessions par an, c'est ça, avec ton épouse? De retraite? De cette retraite de 7 jours. Je fais aussi des ateliers de 2 jours, mais Ouais, là, c'est un format vraiment immersif. ouais, immersif, puis dans un cadre qui est un cadre exceptionnel à 15 minutes de Chartres. Mm. Voilà, donc ouais. Et puis c'est en petits groupes. Pardon, j'ai des très grands groupes. Là, on ne dépasse pas les 16 personnes, donc c'est autre chose. Ouais, ça doit être. Effectivement, il doit y avoir des transformations pour le coup. On t'y voit un jour? Mais je vais être. Je veux pas. Il y a des mots que je veux plus utiliser comme obligé, faire ou des choses comme ça, mais je sens bien que tout m'amène à un moment donné à être en immersion comme ça pour que je trouve une espèce d'apaisement. Ouais, Ouais, c'est important. écoute, on aura Le peut-être la joie monsieur, de te voir. le monsieur aux lunettes rouges, suivez-le, évidemment, si vous n'avez pas déjà lu ses ouvrages. Merci, cher Olivier. Merci beaucoup, Marc. Merci, vous commentez comme toujours avec bienveillance, évidemment, vous partagez, dites-nous ce que vous en pensez et on vous lira avec attention. Merci, on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre sur ABC Talk. Salut.